j'ai fait un parallèle entre la rue et ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on pourrait dire d'ailleurs, le mot anglais est tellement fort, quoi, c'est les working poor, que les travailleurs pauvres, mais en même temps dans working il y a travailler et parce que dans travailleur il n'y a pas travailler, hein, c'est pas pareil, mais enfin bref, c'est que les gens, hélas, ont tellement peur. Il y a deux choses, en fait, dans le film. Il y a un, bien évidemment, les gens, parce que c'est entre 6h30 et 7h30 le matin, à la gare Saint-Lazare. Donc il y a eux qui sont dans un état d'angoisse et de stress qu'effectivement on ne peut, ils ne regardent pas. Lénine disait un peuple qui a faim, c'est un peuple servile, et hélas les élections viennent de le montrer. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il y a une réflexion comme ça que j'avais un peu occultée, mais en voyant le film là dès le début, qui est une réflexion aussi sur la place de la télévision, ou en tous les cas la place de la caméra. Moi je travaille avec une caméra très grosse, très lourde, avec un ingénieur du son, un assistant et tout ça. Comment ? Caméra à l'épaule, tout toujours à l'épaule, mais malgré tout, surtout à l'époque, elles étaient très lourdes, donc très voyantes, assez grosses. Et que les gens étaient déjà à l'époque habitués aux interviews à la con, et que ce soit à Gare Montparnasse le jour de la fête de la musique ou rue de Rennes quand il y a le monsieur qui est à genoux et que le grand parle comme ça dans ce plan que j'adore de plusieurs minutes, les gens, alors qu'il y a quelqu'un qui est assis là, pensaient que j'allais leur demander ce qu'elles pensaient de je ne sais quoi, des prix des petites culottes chez Etam ou de... On appelle ça des micro-trottoirs. Voilà, et que pas un seul m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais, pourquoi, comment. Il y a simplement une fois à la gare Saint-Lazare, et avec Bernard, on a essayé de le monter, mais il ne rentrait pas dans le film. Moi, je dis bonjour, vous allez au travail. Il y a un mec qui m'a dit où veux-tu que j'aille à cette heure-là, petit con, connard. Il n'a pas dit petit con parce que j'aurais pas apprécié, mais il a dit connard. Et c'est vrai que c'est une question tellement ridicule, mais voilà, donc les gens ne s'en moquent pas, non, les gens ne s'en moquent pas, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai jamais posé la question de donner ou pas. J'ai pas dit, ça vous fait quoi de voir un mec à genoux? Et les gens, c'est tout de suite la culpabilité pécuniaire qu'ils mettent en avant, alors que je n'ai jamais posé cette bon sens de question. On va parler de dignité et de lutte sociale, hein, c'est le thème de cette table ronde. Autour de vous, vu qu'on va quand même partir de votre film Christophe Hautenberger, c'est Philippe Corcuff, sociologue, que certains d'entre vous ont entendu hier soir, Bernard Sassia, monteur au cinéma, monteur de Robert Guédiguian, Christophe Gala, chroniqueur dans la presse écrite, auteur aussi, on vous lit toujours dans Le Matin Dimanche, grand journal du dimanche, et Mikit Zimmerman, que vous avez entendu tout à l'heure. La question de la dignité, on a évoqué Bernard Sassia hier soir, comment montrer la misère, la pauvreté, les gens qui vont mal, qui sont exclus du système. Là, les images sont assez, je dirais, brutes. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Est-ce que c'est vraiment leur rendre leur dignité ? Deux choses. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, je ne sais pas si aujourd'hui ça serait possible de faire ce film-là, sachant qu'il faudrait demander des papiers, des autorisations. Maintenant, les chaînes de télévision sont très très exigeantes là-dessus. On ne peut absolument plus filmer une personne sans qu'il y ait un papier signé, un droit à l'image. Voilà. Et je pense que le film aurait beaucoup plus de difficultés à se faire. Deuxième chose, moi je pense qu'il y a un filtre. Il y a le regard de Christophe. Oui, clairement. Mais... Voilà, et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait la différence
par rapport à d'autres manières de filmer ce qu'on peut appeler la misère. C'est-à-dire que c'est Christophe qui filme. C'est pas une caméra voleuse, cachée, une caméra agressive. Enfin, je veux dire, même c'est sa voix, et je pense que c'est ça qui est important. Voilà, et on n'est pas dans un micro-trottoir très agressif, comme effectivement certaines autres émissions de télévision peuvent faire en agressant les gens. Voilà, c'est un dialogue. Ce film est un dialogue aussi entre un réalisateur qui s'interroge, qui filme lui-même, qui porte une lourde caméra, et des gens qui sont là et qui donnent ce qu'ils ont à donner. Et qui portent un regard. Philippe Corcuff. Est-ce qu'ils sont tous vivants, ces gens, encore? Pas tous, non. Non. Vous les avez suivis? Bien sûr, j'ai été 10 ans. Au micro. J'ai été 10 ans président après de Relais Logement, qui était la branche politique, si j'ose dire, du CDSL. Bruno, le type tout maigre qui dit moi je suis un politique, lui est mort. La veille de la projection, il n'a même pas vu le film fini. Il avait un sida et il en avait marre. Il en avait marre. La trithérapie existait, mais il en avait marre. Il n'avait plus envie de vivre. Et c'est Gaillot, d'ailleurs, à la cathédrale de Nanterre, qui a fait l'homélie. Et c'était un moment un peu épique. Il y en a d'autres qui sont en tôle. Chouchou, qui est à l'appartement, lui a perdu son appartement parce que, bien évidemment, il dealait, puis il faisait venir dormir les gens chez lui, donc il a été viré. On lui a proposé un boulot, mais les mecs qui sortent de la rue, qui se lèvent à pas d'heure, on lui a proposé un boulot de gardien de cimetière à 6h30, qu'il a été obligé d'accepter parce que la loi était comme ça. Puis bien évidemment, au bout de 2 semaines, il a craqué. Le monsieur que j'aime si tant, que j'appelle Monsieur Gobelin, qui dit « Je vis le jour au moment où t'es parti pisser ou fumer, je sais pas. » Ce monsieur-là, lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le monsieur du Père-Lachaise. Ouais, c'est le monsieur du Père-Lachaise. Alors, parce que moi, j'habitais quand j'étais môme, c'est pour ça que je n'ai pas compris et que je dis ah oui, je suis bête. Parce que moi, j'habitais au métro Père-Lachaise avec mes parents quand j'étais môme. Et t'habites où? Je disais à Père-Lachaise, à Belleville. Et quand il dit ma mère a été gentille, elle a laissé un 3 pièces, il dit pas au Père-Lachaise, là, mais à Père-Lachaise. Et pour moi, c'est réflexe à la con. Pourquoi vous n'y allez pas? Voilà. Et après, attendez que je meure. C'est pour ça que je dis ah ouais, je suis bête. Alors je l'ai remonté au maximum au mixage, mais on ne l'entend pas beaucoup. Mais voilà. Et le monsieur rencontré par hasard dans la rue, parce que énormément de gens sont rencontrés par hasard dans la rue. Le monsieur qui dit « J'en ai marre d'être dehors », je l'ai revu il y a quelques semaines, rue Étienne Marcel, en allant chez mon garçon. Et c'est lui qui m'a reconnu. Et il est donc toujours en vie. Et le monsieur dont il y a le plan très très long dans le car de police, lui est mort. Et lors de la 2e diffusion à la télévision, à 20h30 sur Arte, sa fille l'a vu. Et elle avait appris qu'il était mort, mais elle n'avait plus de nouvelles, comme souvent ces mecs-là sont en complète rupture. Et elle a envoyé une lettre à Arte qui m'est revenue, et qui était une lettre absolument bouleversante, très très longue, manuscrite, et un peu agressive au début, comme si je lui avais volé quelque chose de son intimité. Je me suis dit, elle va m'emmerder avec les histoires de droit à l'image, mais pas du tout, pas du tout. Et au fur et à mesure du courrier, elle disait, vous vous rendez pas compte, je savais qu'il n'était pas bien, mais de le voir comme ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis finalement, ça m'a fait du bien de savoir qu'il a été aimé, machin.
Je lui ai répondu, j'habitais à côté de Barbès, à la Chapelle, je lui ai envoyé un courrier, elle n'a jamais répondu. 2 ans plus tard, elle m'a réécrit, ou 3 ans plus tard, elle m'a réécrit en disant, est-ce que vous vous souvenez de moi, tout ça? Je dis, ouais, mais là, acceptez-vous de prendre un verre avec moi? Et elle est venue, on s'est donné rendez-vous dans un café, et elle préparait sa thèse de philo. Et puis elle a parlé comme ça pendant des heures et des heures et des heures, et je lui ai dit, pas en mentant, mais en exagérant un tantinet, que son père et moi avions passé de longs moments de fraternité, alors que tout ce qui se passe avec les poulets, c'est monté en une fois, mais c'était sur 2 jours. Et c'est vrai qu'avec les mecs, il y a eu et avec les flics, et avec les SDF, enfin les gens qui ramènent à Nanterre, il s'est passé des trucs assez marrants. Parce qu'on allait leur acheter des bouteilles de pinard et tout. Attends, je finis. Vous êtes en conteur fantastique, mais il y a 4 personnes autour de vous. D'accord. Mais pour répondre à la question de monsieur. Et donc lui est mort, mais sa fille a eu sa thèse de philo, et son directeur de thèse était un prof de philo dont j'ai mangé le nom maintenant, que j'avais rencontré à Istanbul, avec qui je m'étais bien entendu, je les ai mis en contact. Et elle est thésarde et maintenant elle enseigne à Nancy. Voilà. Donc la vie est belle pour elle. La vie est belle, elle est la vie. Des itinéraires personnels que vous racontez, évidemment avec beaucoup d'émotion. Le regard du sociologue Philippe Corcuff sur ce film. Ça dépend, je ne sais pas si c'est un regard de sociologue, si on prolonge ce qu'on a dit. Je ne vous demande pas un regard de militant, je vous demande un regard de sociologue. Vous avez bien partagé. Oui, non, mais je veux dire que c'est... Je reprendrai ce qu'on a dit hier sur la question de... Il y a de l'émotion, et après, comment on peut avoir une élaboration raisonnée à partir de l'émotion. Bon, parce que ça serait ça, la politique. Bon. En fait, il me semble que... Et c'est l'écart entre la politique telle qu'elle existe et ce qu'elle pourrait être qui est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, dans le film, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui parlent de politique. De pistes sur ce que devrait être la politique, en fait. Et son impossibilité. C'est-à-dire, si je prends quelques éléments, on voit que... Et ça va à l'encontre de beaucoup de présupposés, de rails, d'automatisme de la pensée de la gauche et de la gauche critique. Premièrement, on a souvent l'impression que la misère, les contraintes sociales, le capitalisme, etc., ça fait qu'écraser, ça rend les gens simplement comme des objets, etc. Or, ce film, ça montre que ça résiste, et même quand c'est au pire, il y a ce sentiment de l'intégrité personnelle, de la dignité, qui résiste, et donc que contrairement à toutes les bêtises qu'on entend dans les cercles gauchistes, des gens aliénés, abrutis, etc., il y a quelque chose, il y a une matière. Le problème, c'est que normalement, la politique, ça devrait élaborer à partir de ça. Mais non, ça ne parle pas de ça. La politique, ça parle entre eux. Alors ça parle de leurs petites bisbilles, mais la politique, aussi bien chez les politiciens classiques que chez les politiciens trotskistes, que chez les politiciens anarchistes, c'est pareil, chacun a son monde, etc. Mais personne ne branche sur cette dimension. Alors là, il y a la matière pour faire de la politique. Qu'est-ce que c'est la politique ? Il y a aussi beaucoup de résignation. Notez que c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il y a... De toute façon, on n'en sort jamais psychologiquement. Oui, mais là aussi, c'est un espoir. C'est un espoir, ça aussi. Pourquoi ? Parce que dans l'idéologie bêtasse de la gauche et de l'extrême gauche, etc., qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'idée de l'idéologie dominante, comme si les dominés partageaient les idées des dominants. Est-ce qu'il y a un dominé qui partage les idées des dominants, là ? Cette bêtise qu'on répète depuis Marx, etc., que les gens ont dans la tête les idées des dominants, de la classe dominante. Personne n'allait de la classe dominante. Par contre, il y a le fatalisme et la résignation. Et alors, ça supposerait de faire un autre travail. Au lieu de se penser la tête de les méchants médias qui mettent les mauvaises idées dans la tête des gens et on va leur sortir les méchantes idées, etc., toute cette bêtise de la pensée Mondiblo, bon, et si, ou de Chomsky, de toutes ces conneries, bon, qui sont dominantes, disons, dans la pensée. Non, mais ils ont beaucoup de place pour se défendre. Hein. Le monde diplomatique, c'est 300 000 personnes tous les mois, etc. C'est beaucoup plus d'espace que moi. Hein. Bon, et Chomsky aussi. Bon, donc il y a cette idée. Non, il y a le fatalisme, c'est autre chose.
ils sont tous contre. Ils n'aiment pas la vie qu'ils vivent. Ils ne partagent pas les idées dominantes. Seulement, il y a l'idée qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas changer. Alors, ça supposerait que la politique, elle s'adresse non pas à cette stupidité d'extirper les mauvaises idées de la tête des gens, avec l'idée que le problème principal, c'est les médias, et gna 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 et gna gna gna, avec l'idée que comment on lutte contre le fatalisme. À partir des expériences quotidiennes, comment on rend confiance aux gens, etc. Comment on dit, c'est possible de faire des choses, etc. Alors, c'est autre chose que d'extirper les mauvaises idées dans la tête des gens. La troisième idée très optimiste qu'il y a dans le film, qu'on voit notamment chez les employés de bureau femmes à un moment donné, c'est que, moi j'ai vu ça dans une enquête que j'ai menée il y a quelques années sur des téléspectatrices d'une série télévisée américaine qui s'appelait Ally McBeal. Donc j'ai fait une enquête avec une centaine de personnes qui regardaient ce feuilleton. Voilà. Et qu'est-ce que je me suis aperçu, c'est qu'au cœur de l'intimité des personnes, il y avait un sens de l'ailleurs, l'idée d'une autre vie, qu'on aurait dû vivre, que cette vie d'ailleurs débarrassée des contraintes de l'argent, c'est-à-dire au cœur de l'intimité de nos contemporains, il y a l'idée qu'une vie réussie, c'est une vie débarrassée des contraintes du capitalisme. C'est-à-dire, en fait, il y a, au fond de beaucoup d'intimité contemporaine, il y a un imaginaire anticapitaliste. Mais qui ne se pense comme quelque chose de très intime et très personnel, qui ne se pense pas comme politique. On pourrait dire que c'est du pré-politique. Hein. Donc qui n'est pas exploité après par le politique. Oui, mais parce que le problème, c'est que exploiter, c'est un terme un peu connoté. Le politique, ça devrait travailler à partir de ça. C'est-à-dire il faut inventer un langage pour parler à ça. Pour parler aux intimités blessées, aux intimités non reconnues, aux sentiments de dignité, etc., on ne peut pas simplement dire service public ou justice fiscale. Donc il faut inventer un langage. Il faut trouver de nouveaux mots, il faut trouver de nouvelles formes. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre guérilla sociale et guérilla artistique. Bon, il faut inventer. Et dans tous ces points, qui sont assez optimistes d'une certaine façon, qu'indique le film, parce qu'en fait, c'est pas qu'un film pessimiste, c'est un film optimiste, mais il montre... Il n'est pas misérabiliste. Non, parce qu'il montre que c'est possible... Je pose la question, voilà. Ne vous indignez pas, Christophe Hudson-Berger. C'est pas, en tous les cas, c'est pas misérabiliste. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est surtout pas misérabiliste. Non. Au contraire, les gens sont dignes, ils sont bien filmés, ils sont beaux et ils existent. Là où je ferais juste un petit bémol avec toi, Philippe, c'est que derrière DAL, derrière le CDSL, derrière Relais Logement, et j'en sais quelque chose, il y a la Ligue. Et que il y a Guiton, il y a Krivine, il y avait moi, il y avait... et donc, le mouvement social qui s'est arrêté après 97, 98, enfin au tout début des années 2000, et ça on va pas rentrer là-dedans, mais le mouvement social et le mouvement associatif est né aussi parce que la Ligue a compris qu'il fallait inventer une autre manière, exactement ce que disait Philippe hier, et j'y ai beaucoup réfléchi, on en parlait à midi, qui est de considérer l'individu et que l'individu peut se mettre en marche et exister en groupe. Voilà. Sauf que là, pour vous, ça ne suffit pas de montrer, on montre les émotions, on montre des gens effectivement qui ont des rêves mais qui ne sont pas arrivés à les réaliser, à les concrétiser. Inventer un nouveau langage, ça vous parle, ce que dit Philippe Corcuff? Oui, ça me touche beaucoup. Je pense qu'en effet, c'est ce qu'il faut faire. Sur moi, je suis peut-être un peu déprimé par l'inclus. Le film m'a montré la lutte de la dignité qui advient chez chacun, à peu près chacun des personnages que vous avez filmés, mais en même temps le piège dans lequel cette recherche de dignité met le personnage. C'est-à-dire que pour finir, on a des jeux de rôle. On le voit bien quand vous sollicitez des réactions des passants à propos du monsieur qui est à genoux, par exemple. Chacun hésite. Alors, les misérables, pour reprendre le terme de Victor Hugo qu'on voit sur ce calicot, sont en recherche d'eux-mêmes et ils sont en train d'affirmer au fond à ceux qui sont dominants, j'existe. Mais j'existe comme ça aussi, je peux. Et pour finir, c'est comme s'il y avait une sédimentation des rôles parce que on compte sur le
le surmoi empathique des dominants, des possédants, et sur le pouvoir exprimé par les dominés de les émouvoir pour déclencher une sorte d'équité, mais qui ressemble plus à une charité. De réparation aussi. De réparation. Et pour moi, le film a mis en scène ça d'une manière qui m'étreint, parce que je me dis, mais quelque chose tourne en rond. C'est pour ça que le dépassement de la parole pour lequel plaide Philippe Corcuff, c'est absolument vers quoi il faut tendre. Mais maintenant, évidemment, il faut trouver le contenu, les lexiques. Il est possible qu'on puisse venir chercher, au fond, il y a une belle phrase que je citerai tout à l'heure, parce que je lirai un petit texte, mais je l'ai dit déjà. C'est une phrase de Rilke qui dit « Les choses terrifiantes ont peut-être besoin que nous leur portions secours ». Et pour moi, il y a une sorte de lyrisme extraordinaire, mais percutant, qui est contenu dans cette phrase. Et si on réussissait à convaincre, à nourrir les gens qui souffrent d'un pouvoir de la parole qui viendrait surplomber les dominants, ça serait une merveille. Mais bon, là, je vous dis, je suis en apesanteur rationnelle. Mais je ne vois de piste que là, parce qu'autrement, le dispositif est figé, comme j'essayais de le décrire tout à l'heure. J'ai bien compris, et c'est quand Philippe dit guérilla sociale, guérilla artistique, quand moi je dis je ne suis pas un cinéaste militant, mais un cinéaste engagé, et pour conclure sur ce que vous venez de dire, il me semble que la parole qu'on n'entend jamais, et que le député Mario, à la fin, dit « La parole, là, dans ce film, leur est donnée ». Ça, c'est la première des choses. Et je pense que on a tout fait, même si ça s'est écrasé, pour que les gens ne s'expriment pas. Et quand Mario, à la fin, je ne sais pas ce qu'il devient, lui, d'ailleurs, parce qu'il était élu en 97 et il a perdu après, aux législatives d'après. Quand il dit les gens ne votent pas, moi il me semble que ce travail, d'une certaine manière, non seulement ceux qui sont un peu organisés, mais ceux aussi comme ça rencontrés au hasard de cette année de pérégrination dans la rue, il me semble que là leur parole leur est donnée. Et quand vous insistez plus sur la parole que sur l'image, ou autant. J'ai l'impression que la parole est plus importante que l'image. Non, je pense que c'est un film bien foutu en termes d'image aussi. Cette parole à ces gens pauvres et pas la société. C'est la société qui peut donner la parole à ces gens. Mais exactement, comme dit le mec de chez. Mais ça veut dire quoi la société qui donne pas ? C'est qui la société ? Comme on voit le gars qui fuit le dialogue, qui au lieu de dire la pensée au profond, il fuit, il parle. En plus, je ne sais plus son nom, mais il m'avait fait hurler de rire quelques jours avant dans une émission de France Inter où il avait un humour, c'est un mec de droite qui avait un humour terrible. Mais quand la députée, la maire de Lisieux, merde, comment ça s'appelle, Yvette Roudy, dit on a les restos du cœur, et que la fliquette dit on peut rien faire, ou même que le mec de la Fondation Abbé Pierre dit on peut rien faire parce qu'on n'a pas les moyens, puis on les vire à 8h du matin parce que, je dirais, qu'est-ce qu'on fait ? Je dirais, t'es comme hiver, les mecs ils viennent dormir, ils ont un panier repas, c'est déjà ça. Et à 8h du matin, les mecs, ils n'ont rien à foutre, ils n'ont pas de boulot, on les fout dehors parce qu'ils s'en foutent, mais il y a moins de morts. On ouvre des stations de métro. Et qu'il y a un vrai problème politique réel, les gens se moquent de l'exclusion. Donc c'est ce que je disais, on ressort de votre film en disant tout le monde s'en fout. Non, mais je parle des politiques, je ne parle pas des gens, des autres gens. Il y a une joute parfois un peu facile que la presse bourgeoise, comme diraient certains de nos camarades, ont relevé. Il y a une joute un peu facile parce que dès qu'on a une caméra, les gens comme ça se sentent un peu dépossédés, comme dit la jeune femme blonde au début, parce que on a l'impression qu'on est plus fort avec une caméra, mais en même temps, là, il y a un jeu où les gens ont
une potentialité de s'exprimer, comme je l'ai montré avec le mec. Le plan, c'est un plan séquence qui fait 4 minutes et demie, et les mecs peuvent parler. Donc la résignation vient des politiques, comme l'autre dit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui dit faire un décret contre la misère, ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire des choses. Moi, quand j'ai été filmer les Restos du Cœur, si le plan des mains, comme ça, c'était au Resto du Cœur, place de la République, et en été, mais moi j'ai refusé de parler avec Madame Colucci ou avec ces mecs qui ont accueilli Jospin, qui était Premier ministre, et Chirac, président de la République, à l'inauguration des Restos du Cœur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indécence absolue. Ce sont eux qui les ont foutus à la rue. Faut arrêter de déconner. Ce sont eux qui les ont foutus à la rue. Et ça, moi, je ne peux pas le supporter. Christophe Galla, vous vouliez réagir, après je vais donner la parole à Niki Zimmerman et à la salle. Non, je voulais juste demander à Christophe que, en effet, c'est tout son travail, parce que ce qu'il faut vaincre aussi, et sur quoi comptent sans doute les dominants, puisqu'on emploie cette expression, c'est, je pense, l'extraordinaire saturation de la douleur qui a gagné toutes les foules qui regardent le journal télévisé chaque soir, par exemple. Ça, c'est toute une dimension qu'il faut apprendre à contourner par un langage cinématographique qui fait durer les plans au lieu de les hacher, comme fait le téléjournal qui évidemment essaye d'empêcher toute implosion de souffrance chez le téléspectateur pour qu'il regarde le lendemain. Et ça, il y a toute un épuisement de l'empathie qui est dans l'opinion publique partout, et les politiciens récupèrent ça. Et c'est votre travail, mais c'est le travail de chacun, je veux dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois où je vais à la gare Saint-Lazare, quand comme ça, putain, c'est pas simple à faire, là je me lance des fleurs un peu, mais avec une focale pas trop grande, j'avais la main comme ça, pour pas que les gens ils rentrent dans la caméra, et avec les gens qui sortent du boulot, et après j'interpelle les gens, mais je leur pose plus de questions. Et c'est justement parce que j'ai l'impression que parfois, là, les plans silencieux disent plus parfois que la parole, et qu'il n'y a pas besoin de faire dans les films de démonstration, même si à la fin j'y vais un peu cash, parce que ce sont mes amis et mes idées, mais le cinéma, qu'il soit documentaire ou de fiction, vous avez vu un film de fiction hier, un film documentaire aujourd'hui, mais j'ai fait aussi des films de fiction et je continuerai à en faire. Le cinéma, c'est la manière d'allier l'audio et le visuel. Et que moi j'ai l'impression que en termes d'académisme, encore une fois je pense à Monsieur Gobelin, le monsieur qui dit je vis le jour, on a donné le RMI à ces gens-là. Il y a un truc qui n'est pas du tout académique, avec des plans sur plans comme ça, boum boum boum, chose qu'on ne fait jamais, ce que j'appelle des saziettes de Bernard Sazia, c'est lui qui m'a appris ça. Lorsqu'on a monté la conquête de Clichy, il faisait des plans sur plans. Je dis mais attends, c'est pas académique, et j'ai appelé ça des saziettes. Et l'élève a dépassé le maître, croyez-moi, parce que même dans les films de fiction qu'on fait ensemble, parfois je dis laisse tomber, on se le fait comme ça. Et je dis non, je dis si, on se marre, c'est des vieux trucs de vieux couples. Mais je pense que la parole n'existerait pas sans la forme, mademoiselle. Et que si la forme et que si et sans me la péter le film est réussi, c'est aussi parce que sa forme n'est pas si tant originale, parce que entre Rouch et Morin dans le Chronique d'un été, et surtout Chris Marker, tu connais ce film Le Joli Mai de 61, qui est pour moi le film de référence documentaire. Flaherty et tous les ricains, autant je les aime, mais il y a quand même le plus grand de tous les grands, c'est lui, et avec ses panneaux filés comme ça, coupés dedans et tout ça. Donc formellement, c'est quand même bien inspiré de tout ça.
Mais je pense que la parole n'eût pas été audible si la forme n'avait pas suivi. Je travaille pour la radio, c'est peut-être pour ça. Oui, mais on se disait que les documentaires de radio écoutés de temps en temps Interception sur Inter le dimanche à 9h, c'est largement plus fort que les conneries que vous pouvez entendre regarder à la télévision, quoi. Mickey Timmerman, on parle de Alors, intervention à cette publique. Attendez, on parle de renouvellement du langage politique. Oui, avant Ça vous parle? Écoutez, moyennement, très franchement. C'est-à-dire la Je question m'en du doutais. langage politique. Mais non, ce que j'aimerais profiter de l'occasion d'abord pour saluer une double virtuosité. Et là, je parle plus en rapport avec ma profession de comédien. J'ai tourné dans pas mal de films, je suis occupé de cinéma. Et je trouve que là, il y a une double virtuosité. Vous parlez du film de Christophe. Oui, oui. J'aimerais le remercier pour cela. D'abord, la qualité de son image. Quand je pense que tout le film a été fait en caméra portée avec un caméraman qui, en plus d'être caméraman, interroge et interpelle ses personnages, je trouve que là, avec une espèce de rigueur du cadrage, que là, bon, déjà, cette virtuosité-là, merci Christophe. Et la seconde, c'est cette capacité de retenue, c'est-à-dire à aucun moment je trouve que ce film n'est invasif. Parce qu'on pourrait très vite entrer comme ça le côté voyeuriste. Et en fait, il n'y a pas le côté voyeuriste. On montre des gens dans un dénuement pour certains total, relatif pour d'autres. Mais c'est jamais invasif. Il y a toujours cette espèce ce rapport égalitaire entre celui qui est derrière l'objectif et son pote qui est dans une situation très difficile. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment double virtuosité. Parce que des films comme ça, on peut en faire et ils sont vraiment épouvantables. Parce que pourquoi ils sont précisément extrêmement voyeuristes. Bon, maintenant, autre chose sur la question, juste en passant, la question de l'idéologie des dominants et des opprimés, exploités, dominés. Ils n'ont pas la même idéologie. Sans doute, ils n'ont pas les mêmes références. Ça, c'est clair. Ils ne partagent pas, et de loin, les mêmes privilèges. Mais à un moment donné, sur le domaine de l'idéologie, la classe dominante les place dans une situation sociale dans laquelle, à leur corps défendant, ils se reconnaissent. Et à un moment donné, parce que j'ai aussi beaucoup fréquenté, particulièrement les années SIDA, j'ai pendant 10 ans consacré ma vie à accompagner tous les miens qui sont morts, et j'ai connu des gens dans des situations très difficiles. Et cette question-là, elle est là, c'est qu'à un moment donné, y compris par rapport à la médecine, aux médecins, aux académiciens, etc., à la société, à une certaine forme de condamnation, il y a ces personnes-là sont désignées comme victimes, et quelque part, elles en assument la posture, et y compris, pour certaines, ont une certaine culpabilité de la situation qui est la leur. Donc la question de l'idéologie, alors, ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ça c'est certain. Ils n'en auraient pas les moyens. Maintenant, la place qu'ils occupent dans la société, c'est une place, d'une certaine façon, assumée par eux, et dans laquelle ils ont été placés par les autres. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la question idéologique. Mais j'en viens à ma question, comment on renouvelle le discours politique, le langage politique, pour qu'ils aient une autre place? Alors, la question du discours politique, c'est un peu ce que nous disait le camarade hier soir. Il nous a dit que pendant 10 ans, peut-être, le discours de gauche, suite à... Gourcuff, le camarade. Oui, ben oui. Il y a des fraternités comme ça qui se créent. C'est la camaraderie. Il nous a dit hier qu'avec les mélanchonneries, avec une petite pointe de mépris, que pendant 10 ans, le discours de gauche serait, je ne sais plus exactement le terme, étouffé ou comme ça. Et pour moi, la question, elle n'est pas le discours. Il a même dit mort, je crois. Mort, peut-être mort, voilà, il a dit, sans doute qu'il a dit mort. Je sais pas de sympathie particulière pour Mélenchon, qui a obtenu ce qu'il avait cherché, ce qu'il avait projeté depuis le début, ce qu'il visait, et bien, personne, enfin tout le monde le sait, il vise une place de chef de groupe à l'Assemblée nationale, et sans doute qu'il va pouvoir l'obtenir, il n'a jamais visé autre chose.
Mais Je vous interromps. Pourquoi vous arrivez dans la politique politicienne? Je vous parle de Oui, renouvellement du langage politique. alors voilà, justement. Alors le camarade dit, bon, il est mort peut-être pour les 10 prochaines années. Ma question, c'est pas tellement le langage aujourd'hui. La situation est tellement pressante, est tellement urgente. Je pense qu'il faut pouvoir non pas développer ou formuler un nouveau langage à gauche. Je pense qu'il faut aider toutes ces personnes qui sont saisies d'effroi aujourd'hui à trouver les revendications et les thèmes sur lesquels se battre, et en particulier sur lesquels amener de gré ou de force leur direction syndicale, notamment. Mais ça n'existera pas sans un renouvellement de langage, et Philippe a entièrement raison. Mais est-ce qu'il a entièrement tort? Excuse-moi, juste une question. Le film de 97, donc c'est le droit au logement. Là, actuellement, encore maintenant, on parle du droit au logement. Encore maintenant. Ça veut dire qu'en fait, depuis 10 ans, on parle du droit au logement. Mais voilà. Je veux dire quoi qu'on a raté? Alors attends, il y a deux choses. Droit au logement, c'est dalle, hein, c'est la sauce. C'est la sauce de Jean-Baptiste Ayrault, dit Babar, dont je ne dirai pas tout le mal que je pense de lui en public. Qualité à Guiton, enfin... Mais attends, et maintenant Dalle existe toujours, mais il n'a plus de militants. Ça, c'est la première des choses. Et après, il y a eu... Ouais. Mais hélas, les gens dorment dehors. Mais ils sont excentrés des grandes villes maintenant. Pendant la Coupe du Monde de foot, les flics de la BAPSA disaient ouais, il faut les amener, faut les virer de Saint-Denis parce qu'il y a le grand stade, les virer du centre de Paris, etc. Mais par contre, il y a eu un truc qui s'appelle le droit au logement opposable, qui était une proposition de loi de Hirsch, il me semble. C'est-à-dire que comme le droit au logement devient essentiel, la droite a dit ouais, on va faire le logement, ou c'est Boutin même qui a été jusque-là à la grosse là. C'est Hirsch ou Boutin, je ne voudrais pas dire de stupidité. Et ça marche, non, ça marche pas. Parce que les gens s'en moquent. Et parce que les gens s'en moquent. Et quand il y a des marchands de sommeil qui font périr des dizaines de personnes, les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent. Est-ce qu'on peut pas dire qu'on est complices alors Je ne pense pas que qui que ce soit autour comme ça parmi nous soyons complices. Personne n'a réagi parce que là il y a juste un dialogue entre les mêmes, c'est un peu embêtant. Ma parole, elle insulte ma mère. Ma question elle va à Philippe Corcuff. Comment vous pouvez dire que les normes dominantes elles sont pas intégrées par une partie des dominés quand vous entendez deux jeunes filles qui vous disent on a le choix entre leur donner un toit ou régler le déficit fiscal? Oui, si on voit l'ensemble des personnages, il y en a qu'une qui tient ce discours. Hein. C'est très étrange. D'ailleurs, on sent bien qu'elle le maîtrise mal. Est-ce que ça veut dire, comment dire, le fait de tenir un discours, ça ne veut pas dire que, en fait, c'est quelque chose qui est important pour soi ou qu'on le partage profondément. Bon. On peut, face à une caméra, en réaction, tenir un discours qui paraît pour tenir la face, et on peut dire d'ailleurs des fois l'inverse de ce qu'on pense. Bon. C'est souvent qu'on voit ça dans une enquête sociologique, on voit souvent ça. En fonction de la forme d'interaction, on peut avoir des gens qui disent l'inverse. Bon. Mais si on voit les SDF, si on voit le mouvement syndical, par exemple, contrairement à ce qu'on croit, moi je n'ai rarement rencontré d'ouvriers qui tiennent le discours du management et qui considèrent que c'est extraordinaire l'entreprise capitaliste, etc., et que le capitalisme c'est bien. Donc, ce que disait tout à l'heure le camarade, c'est autre chose. Alors, ça a à voir avec l'idéologie. C'est la question, c'est ce que je disais, fatalisme ou résignation.
C'est-à-dire, il y a l'idée qu'on ne peut pas en sortir, il y a l'idée que c'est indépassable cette situation, etc., qu'on est là pour ça et qu'il y a une sorte de fatalité. Bon. Mais on a peu à peu compris l'idée de l'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante avec l'idée que les dominés avaient dans leur tête les valeurs, les idées, etc. des dominants. En général, ceux qui disaient ça, c'était des gens qui étaient dans les couches moyennes de la classe salariée, comme ceux qui tiennent le discours sur... C'est-à-dire que, en fait, c'est pour une provocation, mais en fait, le discours sur c'est le déficit budgétaire, c'est le même groupe social que Debord. En fait, c'est le même type de discours. C'est le même type de discours que la critique. C'est-à-dire, ceux qui disent les autres sont aliénés, etc., ou ceux qui endossent le discours dominant, c'est souvent les mêmes, c'est-à-dire que c'est ceux quand même qui ont une position dominante dans les organisations, dans les partis politiques, dans le mouvement ouvrier maintenant. C'est-à-dire, c'est pas des dominants au sens où c'est pas la classe dominante, c'est les couches moyennes de la classe salariée qui sont les formes dominantes, et c'est chez eux. Je me perds un peu. Voilà. Et c'est chez eux. Alors, c'est des enseignants, c'est des travailleurs sociaux, c'est des cadres, etc., notamment de la fonction publique, etc. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont à la fois le plus perméables aux formes des valeurs dominantes, et c'est chez eux aussi que pénètre le plus la pensée monde diplôme. C'est-à-dire l'idée que tous les autres sont aliénés, abrutis, etc., parce qu'ils regardent TF1. Parce qu'eux, ils ne regardent pas TF1, ils écoutent France Culture, ils lisent Télérama et ils écoutent France Inter. Et donc, eux, ils sont intelligents. Bon. Et donc, c'est les mêmes groupes, d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de lutte interclasse au sein des couches moyennes, cette histoire. Bon. Mais si on prend les couches sociales les plus dominées, ça peut arriver, mais ce n'est pas massif qu'on va retrouver ces discours sur le management, que le marché c'est bien, etc., que l'offre et la demande. On ne trouve pas ça dans les enquêtes, etc. Bon. Je vais jouer la méchante journaliste qui coupe la parole parce que je crois qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient aussi la prendre. Donc on peut dire que sur l'estrade, vous êtes les dominants, et qu'il y a les dominés dans la salle. Moi, je ne sais pas à qui je vais poser la question, peut-être aux sociologues. Mais ne croyez-vous pas, on est en train de fermer les frontières, en Suisse et en France aussi. On expulse les pauvres en banlieue, on interdit la mendicité. Mais vous ne croyez pas que les politiques sont en train quand même de se rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il va bien falloir partager? Parce qu'il ne faudrait pas cristalliser les rôles. Est-ce que vous croyez, est-ce qu'il n'y a pas une prise petit à petit, va-t-il y avoir une prise de conscience? Sans ça, on est un peu foutu, quoi. Qui veut répondre? Christophe Gallard? Je ne sais pas s'ils prennent conscience de ça, c'est une hypothèse optimiste. L'hypothèse pessimiste, c'est qu'ils paniquent parce qu'ils réussissent plus à savoir comment afficher le spectacle de l'efficacité. C'est plutôt ça. Alors, on peut le confondre en effet avec une prise de conscience qui pourrait viser l'équité, mais tout dépend de l'état d'humeur dans lequel on réfléchit à cette chose. On en revient au renouvellement du langage pour leur faire prendre conscience que si les dominés sont foutus, on est tous foutus. Il faut inventer un autre monde. Micro. Mais c'est ça. Il faut juste inventer un autre monde. Et je ne sais pas lequel, mais il faut inventer un autre monde, d'autres modes de production, d'autres modes de salariat. C'est l'invention. C'est l'invention. Autre intervention. Ah oui, je l'avais oublié. Moi, je reviens juste sur quelques points que j'ai entendus. Philippe Gourcuff, vous avez demandé à un moment comment on lutte contre le fatalisme. Alors moi, j'ai une réponse, elle est minime, mais et pas de bol, c'est une réponse à long terme. Alors je sais qu'on est plutôt dans une société à court terme, mais bon, il va falloir s'y faire quand même. En fait, quand on apprend en groupe, on comprend qu'on peut faire des choses en groupe. Et moi, je suis assez sidéré, j'ai un ami dans une école de théâtre. Donc, le théâtre, on ne peut pas le faire seul, en général, normalement. Le théâtre, on est obligé d'être un groupe pour apprendre un texte et le jouer. Et l'école les monte en concurrence tout le temps. Et il dit, c'est vraiment dommage, parce que quand je veux faire quelque chose, on me dit non, ou alors on fait exprès de le jouer mal, comme ça, moi, je vais descendre et les autres vont pouvoir monter. Et si d'un point de vue de l'éducation,
on ne pense pas comme ça et on pense en groupe, il y a des chances qu'à long terme, ça fasse quelque chose. Ensuite, par rapport à une... Ouais. Mais dans ton club de théâtre, ils sont vraiment très cons. Hein. Ah bah oui. Il n'y a que ça. Hein. Je suis pas dans le club. Ah mais dis à tes copains qu'ils changent de club. Hein. Deuxième proposition, c'est par rapport à ce que vous avez dit que les dominés doivent prendre la parole face aux dominants. On l'a bien vu dans le film, quand ils le font, on envoie les CRS. En fait, le but, ce serait peut-être pas qu'ils s'expriment directement, mais que les classes moyennes reprennent le discours pour arriver à le monter jusqu'en haut. Et quand on aura quelques mecs en costard-cravate qui diront exactement les mêmes pensées, peut-être que là, ça aura un impact. Mais prendre la parole directement de la place et du point de vue des gens qui sont déjà dominés, on le voit bien, c'est pas entendu et il y a une grosse répression par rapport à ça finalement. Non, mais c'est aussi ce que je disais, c'est-à-dire que la parole telle qu'elle est prise, pour l'instant, elle fige les protagonistes dans un jeu, un dispositif assez fatal. Alors en effet, puisqu'on parle d'inventer un langage, c'est précisément pour déployer un langage qui est différent de celui qui appelle les CRS, par exemple. Mais Philippe Corcuff, que la classe moyenne relaie au fond le discours des classes qui sont encore au-dessous d'eux, c'est un peu une illusion. La classe moyenne, elle ne rêve que de faire partie des dominants. Non, mais c'est ce qu'elle fait, hein. C'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, mais si on fait le tour des organisations politiques en France, de la gauche classique à l'extrême gauche, il y a deux catégories dominantes, c'est les enseignants et les travailleurs sociaux. Bon, déjà, donc c'est la fonction de ces couches moyennes de le faire. Bon, elles le font d'une certaine façon. Alors des fois, elles portent les choses, etc. Elles le font avec leur propre expérience sociale. Et donc, le problème, c'est que c'est pas qu'il faut inventer un langage pour les gens, au sens où chacun a un langage un peu singulier. On le voit dans le film. Le problème de la politique, c'est de trouver des formes partagées. C'est ça un langage politique. C'est que c'est pas chaque langage singulier, mais que on peut exprimer des formes singulières à travers un langage partagé où les gens peuvent reconnaître des tonalités différentes, c'est ça. Et donc il y a une forme de généralisation. Se reconnaître. Voilà. Et donc, mais ça ne peut pas être fait simplement par certains qui ont un certain type d'expérience. Je ne méprise pas, je suis enseignant, l'expérience des enseignants ou des travailleurs sociaux, mais c'est quand même une expérience limitée du monde social, très particulier dans le monde social. Et l'idée qu'ils aient le quasi monopole de l'expression des classes dominées aujourd'hui, très largement dans ce qu'on appelle la gauche, c'est un problème. Dernière intervention. Au cas où, j'ai passé 10 ans dans la rue, à Marseille justement, je vois sur ton t-shirt. Moi je trouve que tes SDF là ils sont super cool, parce que ce que j'ai vécu c'était bien plus dur que ça. Les insultes là on les a pas entendues, les coups de poing on les a pas reçus, et puis on courait pas dans la rue pour échapper justement au danger. Maintenant là j'ai pris plein de notes. Moi j'ai pas compris, on faisait pas quoi dans la rue pour échapper au danger? Oh, on courait. Ah oui, mais on les voyait pas courir. Alors, après, je peux te répondre si tu as une deuxième question, si ça la bien. La seule chose qui est vraie dans ce que tu dis, mais c'est aussi un choix. La rue, elle est d'une extrême violence. Et que quand dehors, c'est presque pire que dedans. Les règles n'existent pas. Je me suis foutu plein de gens de la gauche bien pensante et parfois même mélenchonienne en disant qu'il n'y a pas plus con qu'un toulard. Dedans, en prison, ils sont encore plus cons que dehors. Dans la rue, c'est encore plus vache et plus raide. Il y a des viols. C'est l'horreur absolue. Moi qui ai fait jusqu'à présent ce qu'on appelle du cinéma direct, à savoir, je foutais ma caméra quelque part et puis je tournais comme ça avec un personnage ou deux. Il y a eu un striptease qui est quand même l'émission la pire qui existe. C'est vraiment les riches qui regardent les pauvres, quoi. Tu vois, regardez comme il est con. C'est pire que tout, quoi. Il y a eu un striptease fait sur Bruno et Chouchou quand ils font la manche pendant je sais pas, une matinée.
Et que à la fin, ils disent, voilà, ils ont gagné 30 balles ou 40 balles chacun. C'était affreux. Il me semble qu'au café, au début du film, quand la dame dit, moi, avant de rentrer dans cette putain, elle s'excuse avant de dire putain, dans cette putain de rame, je me tiens, elle dit pas qu'elle boit une 8-6, mais on le sait. Les mecs, ils gardent tous, ils gardaient, et maintenant c'est un peu plus de 10 francs, je sais pas comment c'est une 8-6, mais avant même de sortir dehors. Et que c'est vrai que cette dureté, me semble-t-il, on le sent, on la sent, tu vois les mecs abîmés comme ils sont et tout ça, mais c'était un choix, et bien que je sois resté sur les quais de la Seine plusieurs jours et plusieurs nuits, mais les deux gros Allemands qui sont chez Chouchou me servaient de garde du corps dans ces cas-là, parce que sinon la caméra elle partait, et moi avec dans la Seine les mecs pour piquer des ronds. C'était tellement affreux ce qui s'y passait, tellement affreux, que je pense que c'eût été desservir le film. Voilà. C'est bien que tu aies parlé de cette émission Striptease, parce que justement en Angleterre j'avais vu une émission que je trouvais géniale, et ça c'est plutôt que d'inventer un nouveau langage politique, peut-être c'est déjà amener les politiques à penser à ce qu'ils sont en train de faire. Et puis cette émission c'était un peu un vie ma vie, le truc de je prends un pompier, je le mets en boulanger, je prends le boulanger, je le mets en tant que pompier, et puis il prenait les politiciens et puis il les faisait vivre avec des femmes seules, avec 4 gamins et puis avec juste la pension sociale. Et puis débrouille-toi maintenant, et puis vis comme elle, et puis rends-toi compte des lois que tu es en train de faire. Et ça, j'ai trouvé génial. J'ai téléphoné ici à la télévision suisse romande pour essayer de faire un truc comme ça. On m'a dit que c'est impossible. Jamais. Alors, je ne connais pas cette émission, mais la seule chose que moi j'ai envie de te dire, je ne sais pas si les gens autour de moi seront d'accord, mais ce qui est évident, c'est que si un politique accepte ça, mais je me demande même s'il n'y a pas eu un concept en France il y a quelques années qui reprenait ça, le mec ferait ça juste pour sa com. Il n'en aurait rien à foutre. Crois-moi, il n'en aurait strictement rien à foutre. La seule chose qui a été bien, et Dieu sait que j'ai aucune espèce de considération pour des mecs comme Botton, Carignon ou tous ces mecs-là, Carignon qui a retrouvé toutes ses lettres de noblesse, mais ce qu'ils sont en train de faire, ou ce que Botton est en train de faire avec Delarue, le contrôleur général des prisons, tout ça, est quelque chose d'extrêmement important. Sauf que lui, il est resté 4 ans en tôle, à l'isolement avant d'être au quartier VIP. Et que le mec, il sait de quoi il cause. Simplement, un politique en France à qui tu dis « vis ma vie de femme de ménage » ou « vis ma vie de je sais pas quoi, d'ouvrier, de prof, de ce que tu veux, de paysan », le mec, il fait ça en disant « je vais gagner 10% législative ». Et ça devient une émission de M6. Un très mauvais film, quoi. Ouais, ça, je te jure. Alors en Angleterre, je sais rien, je connais mal la politique anglaise, mais en France, ça, je vais te dire, le casting, c'est comme Giscard qui invitait les éboueurs à becter, quoi. Tu vois. Oui, à manger avec les éboueurs. Mais il y a un truc marrant, c'est Julien Drey, qui invite tous les mecs de SOS Racisme à bouffer à l'Élysée. Et juste au début de SOS. Et il y avait plein de mecs qui étaient là. Et après, Mitterrand passe au salon pour prendre le café. Et là, il y a l'huissier qui vient voir Harlem ou Drey, je ne sais plus, mais je crois que c'était Harlem. C'est lui qui m'a raconté l'histoire en tous les cas. Et là, il dit, les mecs, ils ont piqué toute l'argenterie. Est-ce que tu peux la récupérer? Et que t'as l'huissier à la fin, ils ont tous salué Mitterrand, et t'as l'huissier qui était là comme ça. Il rendait l'argenterie. Moi, j'adore cette histoire. Et c'est pareil, les politiques. Ils auraient piqué l'argenterie. Merci à tous.